Eh bien, bonjour à tous. Ça fait 3 ans qu'on l'avait pas vu. Où était-il? Il est de retour. Écoutez, je vais être honnête avec vous, les 3 dernières années de ma vie, j'étais en prison. Je les ai passés à Fleury-Mérogis pour une sombre histoire de Go Fast. J'ai fait le con. J'ai joué, j'ai perdu. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez retrouver en intégralité mon interview sur Légende, avec Guillaume Play. Non, alors la vraie raison de mon absence, c'est qu'en fait mon travail, moi, c'est le stand-up. Et au cours des 3 dernières années, comment vous dire que tout s'est enchaîné hyper rapidement. En 2021, j'ai intégré la troupe du Jamel Comedy Club. La folie les gars, un rêve de gosse. Donc j'ai beaucoup joué là-bas, j'ai beaucoup aussi travaillé pour essayer d'être plus drôle à chaque fois. Ce qui fait que j'ai fait 3 saisons là-bas quand même, c'est pas mal. J'ai enregistré 3 émissions sur Canal+, avec la troupe du Jamel Comedy Club, que vous pouvez retrouver sur MyCanal. On est parti en tournée dans toute la France, on a même joué à l'Olympia. C'était 2 soirées de fou quoi, présentées par Jamel lui-même. Et en novembre, j'ai même joué pour le festival de Montreux. Mais alors c'est qui le patron là hein? Apportez-moi un café Magali. D'ailleurs, je vous mets le lien ici de mon passage au Montreux. N'hésitez pas à aller voir ça, comme ça vous me faites des retours plutôt sympathiques. Bref, tout ça pour vous dire que les 3 dernières années, j'étais absent de YouTube pour me consacrer à mon travail qui est la scène. Mais là, je suis en vacances. Et qui dit vacances, dit retour des threads horreur. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre ensemble la première histoire. Et pour commencer, voici une histoire aussi incroyable qu'épouvantable. Une histoire qui mêle fétichisme et terreur, ou comment l'histoire d'un couple banal a tourné à l'horreur. Léa et Théo se sont rencontrés il y a plusieurs années par hasard sur une application de rencontre. Une rencontre qui allait se transformer en une relation durable. Et Léa se souvient parfaitement de leur premier rendez-vous, parce qu'au premier date, Théo lui a avoué qu'il avait un fétichisme. J'ai un petit fétichisme pour les pieds. Pardon? Alors attention, hein, c'est honnête, mais pour un premier date, faut encaisser la nouvelle quoi. C'est tôt. C'est tôt comme nouvelle. Donc il s'avère que voilà, Théo a une légère passion pour les yep finalement. Léa, un peu surprise, a apprécié l'honnêteté de Théo. Malgré elle, elle a décidé de s'ouvrir à la particularité de son partenaire. Elle n'était pas particulièrement attirée par les pieds, trouvant cela particulièrement dégoûtant. Mais elle était prête à essayer. Et ça c'est beau. Désormais mariée depuis presque 10 ans, Léa nous raconte qu'elle est devenue alors une experte en la matière. Chaque fois qu'il se mettait à lécher ses orteils, elle se mettait à lire un livre, à regarder une série, voire même à s'endormir. Je pourrais tellement pas quoi. Ça va mon cœur? Tu te régales là, hein? Tu aimes bien, hein? Ouais, bah c'est top. Moi je vais faire une petite siestas, hein? D'accord? Nous sommes en 2019, une nuit comme les autres. Notre héroïne est allongée dans le lit, plongée entièrement dans le noir, et ses petits pieds qui dépassent de la couverture. Elle sent alors une langue serpenter ses orteils. Elle ne réagit pas, elle est habituée, c'est leur rituel après tout. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Une technique nouvelle qu'il n'a jamais utilisée auparavant. Elle sent les dents de Théo se refermer doucement sur ses orteils. Elle l'interpelle avec un sourire un peu taquin dans sa voix. « Bah alors, tu te sens aventurier ce soir ?» Elle lui lance même une petite phrase taquine, comme il aimait parfois qu'elle le fasse. « Tu es un vilain garçon, et tu vas le payer pour ça !» Pardon, j'aurais pas dû rigoler, on ne juge pas le délire de chacun, mais... Vilain garçon. Elle tend alors sa main vers la table de nuit, ouvre le tiroir et en sort une paire de menottes. Des menottes qu'il lui avait demandé d'utiliser après leur séance de toe linking. Cependant, au lieu de jouer le jeu comme il le faisait d'habitude, il s'arrêta net. Plus de morsures, plus de mouvement. Elle l'appelle à nouveau « Chérie, pourquoi t'arrêtes-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Aucune réponse. Un silence pesant s'installe dans la chambre. Silence interrompu par le téléphone de son mari qui se met à sonner depuis la salle de bain. Elle lui demande alors s'il va décrocher, mais toujours pas de réponse. Alors elle se lève du lit, elle se dirige vers la salle de bain, où la lumière filtre sous la porte fermée. Elle l'appelle en plaisantant sur le fait qu'il ait encore laissé la lumière allumée dans la salle de bain. Les femmes. Mais en ouvrant la porte, elle reste pétrifiée par ce qu'elle découvre. Son mari est là, étendu dans la douche, sans vie. Son corps est inanimé, sa peau pâle, et son sang coule vers le drain de la douche. Elle est sous le choc. Le monde autour d'elle s'effondre littéralement. L'homme de sa vie est là, devant elle, inerte. D'un coup, une seule question lui vient en tête. Si mon mari est là, mort, qui était en train de me lécher les pieds? Paralysée par la peur, elle n'ose même pas se retourner pour voir qui se trouve derrière elle. Au lieu de ça, elle avance vers le corps de son mari, prend son téléphone et découvre pourquoi il vibre. C'est un appel inconnu. Elle décroche. La voix au bout du fil est faible, rauque, presque un murmure. « Je suis sous le lit.
Tu veux jouer encore un peu? Habemus papam. Moi, si un jour j'ai ça, je ferai sous, sauvez-moi. La peur envahit alors chaque fibre de son être. Son cœur s'emballe, elle se met à hyperventiler. Elle est envahie par une peur panique. Elle doit fuir à tout prix. Alors elle prend son courage à deux mains, se retourne en un mouvement rapide et fonce vers la porte de la chambre, déterminée à atteindre le couloir. Elle tente alors de claquer la porte derrière elle. Mais avant qu'elle ne puisse la fermer complètement, elle voit une silhouette sortir hors de l'ombre, bloquant la porte, ondulant au sol comme un insecte. Elle pousse alors de toutes ses forces, mais la chose parvient à ramper un peu plus loin dans le couloir. Elle ressent alors une langue lui lécher ses orteils. Elle hurle à plein poumon, se dégage en trébuchant. Appuyée contre la porte, des larmes coulent sur ses joues. Elle reprend son souffle et court vers sa voiture. Elle démarre en trombe, jette un dernier regard vers sa maison, mais la porte reste fermée. Cette chose qu'elle a vue ne la poursuit plus. 30 minutes plus tard, elle est au poste de police, racontant ce qu'il s'est passé. Les policiers fouillent la maison, mais celui qui a tué son mari, qui lui a léché les pieds, s'est volatilisé. Après plusieurs semaines d'enquête, Léa est convoquée au poste de police, où elle apprendra la terrible nouvelle. Il s'agissait du frère jumeau de son mari, qu'elle n'avait jamais rencontré. Incarcéré pendant des années pour divers crimes, il avait été libéré récemment sans que personne ne soit au courant. Jaloux et dérangé, il s'était infiltré chez eux, espérant prendre la place de son frère, littéralement. La police découvre alors que c'est lui qui avait tué son frère dans un acte de jalousie maladive. Il avait ensuite pris sa place dans le lit conjugal, prêt à perpétrer son horrible mascarade. Il s'était échappé avant l'arrivée de la police, et jusqu'à ce jour, n'a jamais été retrouvé. Cela fait désormais 5 ans que cette histoire horrible s'est passée, et Léa nous raconte que chaque nuit, elle ne peut pas s'endormir si elle a les pieds qui sortent de la couverture. Excusez-moi, non parce que l'histoire elle est horrible, elle est stylée à raconter, c'est une belle histoire d'horreur, mais après tout ce qui t'est arrivé Léa là, ta seule crainte, c'est d'avoir les orteils qui sortent de la couverture? Il y a un fou qui te recherche dans toute la ville Léa. Déménage, peut-être, non? Achète une arme, prends une alarme chez Vérissure. Ils sont pas sponsors de la vidéo, mais je vois leur pub tout le temps à la télé. Eh Vérissure, si vous voulez on fait un partenariat, non? Elle essaie de tourner la page depuis, mais elle se demande à chaque fois comment les choses se seraient passées si elle avait été au courant de l'existence du frère diabolique. Car parfois, la réalité dépasse la fiction. Et dans cette histoire, ce n'était pas un monstre imaginaire qui se cachait sous le lit, mais un être humain, bien réel, et infiniment plus terrifiant. Putain, ce que c'est bien écrit. Dites-moi en commentaire si cette histoire vous a plu, et sans plus attendre, voici la deuxième histoire d'horreur. Nous suivons pour cette deuxième histoire d'horreur Arthur, un homme qui vivait seul au quotidien le plus banal, et qui un soir, en rentrant du travail, s'était assoupi sur son canapé dans un état de fatigue inexplicable. D'un coup, il avait été tiré de son sommeil par un bruit fort et désagréable. Il s'agissait des journalistes de CNews qui ne faisaient que critiquer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Des coups répétés à la porte d'entrée. En sursaut, il se redressa brusquement, encore confus par le réveil et la position inconfortable dans laquelle il s'était endormi. La question qui lui venait immédiatement à l'esprit était la suivante. Qui pouvait bien frapper à sa porte à une heure aussi tardive? Ses yeux mi-clos, il se dirigea vers le vestibule. Les petites fenêtres en verre dépoli de la porte d'entrée, habituellement révélatrices de l'identité des visiteurs, étaient obscurcies par la nuit. Aucune lumière des détecteurs de mouvement ne s'était allumée, et le silence était revenu. Il était sur le point de rejeter ces bruits au rang des illusions nocturnes, quand le martèlement se fit de nouveau entendre. Cette fois-ci venant de l'arrière de la maison. En proie à la confusion, il se dirigea vers la porte arrière, le cœur battant à tout rompre. Le bruit étrange venait de sa cave. À cet instant, une frayeur glaciale l'envahit. La cave, dépourvue de serrure, semblait être la cachette d'un intrus. Le sentiment que quelqu'un était déjà chez lui et l'attendait peut-être provoqua chez lui un sentiment de frisson parcourant tout son dos. Le sous-sol était visible depuis la cuisine, un espace sombre et clos, qui ne laissait place à aucun détail rassurant. Malgré sa peur, il décida de vérifier et de descendre à la cave. Putain, les gars, quand est-ce que vous allez comprendre qu'on ne va pas à la cave tout seul? Il faudra combien de films d'horreur, il faudra combien d'histoires d'horreur pour comprendre que non? On ne descend pas, on appelle les keufs, on appelle les pompiers, on ne va jamais dans une cave tout seul. Mais Arthur se mit à descendre seul dans la cave, scrutant chaque recoin et fouillant les quelques étagères et les quelques cartons qui y étaient. Il ne trouva rien d'anormal, mais l'angoisse persistait. La présence d'un intrus semblait être une possibilité trop réelle pour être ignorée. Mais dans la cave, rien. Il n'y avait que lui. Aucune trace de présence humaine.
Le lendemain, Arthur fit appel à la police. Mais malgré l'assurance des agents, aucune trace d'effraction ne fut trouvée. Les policiers, bien que très empathiques, étaient plutôt sceptiques face à toute cette histoire, et suggérèrent à Arthur qu'il s'agissait peut-être d'un mauvais rêve. Comment ça me saoulerait comme remarque. T'es là, t'es tout seul chez toi, à 3h du mat', t'entends que ça frappe de partout, tu sais, t'as des bruits dans la cave, et on te dit quoi? Vous avez fait un cauchemar, non? Non, pas du tout. Moi je sais ce que c'est un vrai cauchemar. C'est Philippe Catherine, déguisé en bleu, tout nu, à la cérémonie d'ouverture des JO. Ça, c'était un cauchemar. Bref, cette remarque des policiers ne fit qu'intensifier l'angoisse d'Arthur. La nuit suivante, les coups étaient de retour. La peur d'Arthur devint alors une routine nocturne. Un soir, il invita son ami Lucas, qui acceptait de passer la nuit chez Arthur afin de le rassurer. Un bon pote, ce Lucas. Cependant, cette nuit-là, aucun bruit ne fut entendu. Cette situation créa une nouvelle source de frustration pour Arthur qui se disait qu'il devenait complètement fou. S'il était le seul à entendre ces bruits-là, c'est que quelque chose clochait. Désemparé, il décida de confronter directement ses peurs. Armé d'un couteau de cuisine, il décida de retourner une nouvelle fois à la cave. C'est un peu mieux. Au moins, il y a un couteau de cuisine. Il est armé. Une fois à la cave et dans une tentative désespérée, il appela et hurla dans l'obscurité. Mais sa seule réponse fut le silence. Après quelques minutes, il se décida alors à remonter les escaliers de la cave. C'est alors qu'il découvrit avec horreur que la porte de la cave était fermée et bloquée, malgré l'absence de serrure ou de verrou. Il tenta désespérément d'ouvrir la porte, mais en vain, utilisant le couteau et même en essayant de la défoncer, sans succès. Les heures passèrent et la situation se détériorait. Les tentatives pour appeler à l'aide échouèrent, les messages envoyés à ses contacts restèrent sans réponse. Isolé et terrifié, Arthur était seul dans sa cave. Quelques jours plus tard, le silence fut de mise. Les secours avaient fouillé entièrement la maison d'Arthur, celui-ci ne donnant plus signe de vie à ses proches depuis plusieurs jours, mais rien. Ils ne trouvèrent absolument rien. La maison était vide et Arthur ne fut jamais retrouvé. Quelques semaines plus tard, la maison était désormais mise en vente. De nouveaux locataires, insouciants du passé de la maison, s'apprêtaient à emménager. Alors que les nouveaux arrivants prenaient possession des lieux, les bruits de coups commencèrent à résonner à nouveau. Cette fois-ci dans la maison, nouvellement occupée. Les habitants, perplexes et inquiets, c'est pas leur prénom, se retrouvèrent confrontés à des incidents similaires à ceux qu'avait vécu Arthur. Le martèlement nocturne, devenu une légende urbaine, s'était transformé en une nouvelle réalité pour les occupants de la maison. Quant à Arthur, on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Les voisins prétendirent avoir entendu des bruits provenant de la cave le soir où il avait disparu. Peut-être était-il devenu une partie intégrante de la maison, une présence perturbante qui, après l'avoir hanté, semblait être devenue la source des bruits pour les nouveaux résidents. Les derniers moments de son histoire restent un mystère, laissant planer un doute troublant sur la véritable nature des bruits et sur le sort du précédent occupant. La maison, elle, continua de vibrer, au rythme de ses anciens secrets, entraînant avec elle quiconque osait franchir le seuil, et perpétuant le cycle de peur et de mystère qui avait commencé avec un simple coup provenant de la porte d'entrée. Oh, j'ai kiffé cette histoire. Oh, elle était bien. Oh, elle était bien. Parce que c'est une histoire qui mêle un peu de paranormal, un peu de mystère et tout ça au centre d'un cercle, un cercle mystérieux, tu vois. Ça tourne en boucle. C'est-à-dire que dès que t'arrives dans cette maison, t'es attiré par la cave, tu restes, tu disparais, les nouveaux locataires arrivent, et en fait ils entendent les bruits que toi-même tu fais parce que t'es dans la baraque. Bon, je suis pas sûr d'avoir tout compris en fait, mais... Ah non, elle était stylée, franchement j'ai trop kiffé. Mais comment vous le dire ? Qu'avec ces deux histoires d'horreur, il ne s'agit là que d'amuse-bouche, puisque la meilleure, la plus terrifiante, et celle que j'ai le plus kiffé, c'est celle qui arrive maintenant. Imaginez Sophie. Sophie, une jeune femme pleine de vie, dont l'énergie et le sourire sont aussi contagieux que le rire d'un enfant. Mais aujourd'hui, sa vie se transforme en un véritable cauchemar. En effet, depuis plusieurs semaines, elle se lève avec une fatigue inexplicable, comme si on lui avait roulé sur le corps. Comme si chaque nuit était un combat. Elle essaie alors de trouver les causes d'une si grande fatigue, peut-être que ça vient du stress de son travail, ou si cela vient du fait qu'elle est récemment emménagée avec son petit ami, Gabriel. Sophie décide alors de faire quelques examens chez le médecin, afin de découvrir s'il s'agit d'une carence en fer, en magnésium ou en vitamines. Mais rien d'anormal ne sera trouvé dans ses analyses. Cependant, Sophie a le pressentiment étrange que derrière cette fatigue se cache quelque chose d'extrêmement anormal, de terriblement mauvais. Le seul changement notable dans la vie de Sophie ces derniers temps, c'est l'arrivée de Gabriel, son premier véritable amour. Ils partagent désormais le même lit, une évolution naturelle de leur couple.
C'est tellement bien de se réveiller à côté de toi, Gabriel. Je suis content aussi, Sophie. Ça fait tellement longtemps que je rêvais de ces moments. Mignon, Gabriel, un homme charmant et attentif qui chaque nuit lui apporte une petite tasse de camomille. Un geste simple, mais une douceur qui, hélas, cache une vérité bien plus sombre. Merci pour la camomille, Gabriel. C'est vraiment apaisant avant de dormir. Je ferais n'importe quoi pour te voir heureuse et en bonne santé. Ils sont chiants, c'est un couple relou quoi, vraiment. La santé de Sophie continue de se détériorer de plus en plus rapidement. Un matin, elle se réveille avec une douleur aiguë à la hanche, accompagnée d'un mystérieux hématome. Gabriel, tu sais comment je me suis fait ce bleu ? Probablement un accident, Sophie. Je ne sais pas. Concernant les bleus, c'est vrai que c'est assez surprenant de se réveiller avec un hématome sur la jambe ou sur le genou, quoi. Mais en même temps, les filles, on vous connaît. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez ce truc-là où vous vous cognez tout le temps sur les tables basses, sur les meubles. Le matin, on se réveille, vous êtes là, couvert de bleu, et c'est normal pour vous. C'est ça le plus inquiétant, c'est « Ah bah ouais, tiens, me suis encore cogné partout ». Donc, pour l'instant, cette histoire de bleu, pas très inquiétant. Toujours est-il que l'indifférence de Gabriel face aux troubles auxquels fait face Sophie commence à la troubler. La fatigue, la douleur persistante, les hématomes, tout ça pousse Sophie à consulter de nouveau un médecin pour faire des analyses. Cette fois, une découverte alarmante. Du nitrazépam, un puissant sédatif, est retrouvé en quantité dans le sang de Sophie. Comment est-ce possible ? Je n'ai jamais pris ce genre de médicament. C'est étrange. Vraiment étrange. Peut-être est-ce une erreur ? Gabriel, en plus d'être suspect comme pas possible, je sais pas, trouve des arguments quoi pour te défendre. Il y a des analyses sanguines, il y a tout, et toi t'es là. Peut-être qu'ils se sont trompés. Bah non. Décidée à comprendre ce qu'il se passe la nuit, Sophie installe une caméra cachée dans leur chambre. Et ce qu'elle découvre est d'une horreur sans nom. Sophie, en regardant les images de la caméra, se regarde alors se déplacer comme si elle était possédée. Sur les images, Sophie se lève en pleine nuit. Ses mouvements sont très étranges, presque surnaturels, et Gabriel, visiblement préparé, lutte de toutes ses forces pour la maîtriser. Elle découvre Gabriel la menottant, lui-même étant armé d'une batte de baseball, ce qui explique sans doute les hématomes. Sophie découvre alors une vérité qui bouleverse tout ce qu'elle pensait. Gabriel n'est pas du tout le monstre qu'elle avait imaginé. Les vidéos montrent qu'il lutte pour la protéger et se protéger lui aussi, utilisant les sédatifs pour essayer de l'apaiser. On entend d'ailleurs Gabriel crier pendant l'enregistrement « Tu vas la laisser tranquille maintenant, sors de son corps ». Après le choc du visionnage, Sophie décide de confronter Gabriel afin d'obtenir la vérité. Gabriel, pourquoi ? Pourquoi ce médicament ? Pourquoi ces menottes ? Je suis désolé Sophie, je voulais te protéger. Tes crises nocturnes, elles étaient si violentes. Gabriel avoue avoir ignoré tous les signes au début, pensant qu'il s'agissait uniquement de stress ou d'anxiété. Mais il fut contraint de prendre des mesures extrêmes quand les comportements de Sophie sont devenus dangereux. Et le nitrazépam, comment as-tu pu penser que c'était une solution ? Je sais, c'était stupide, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Je voulais juste que tu sois en sécurité. Mais ce n'est pas tout. Alors que Sophie essaye de comprendre ce qui lui arrive, elle tombe sur un détail terrifiant dans la vidéo. Regarde Gabriel, mon visage, il se transforme. Visage de Jean Lassalle. Vision d'horreur. Sur l'écran, le visage de Sophie prend une expression démoniaque. Ses yeux deviennent noirs et sa voix méconnaissable murmure des mots dans une langue ancienne et inconnue. Gabriel, qui lui avait vécu toutes ces séquences en direct, lui explique. C'est comme si quelque chose en toi essayait de sortir. Sophie est possédée par un démon. Un esprit malveillant qui prend le contrôle de son corps toutes les nuits. Chaque nuit, le démon transforme Sophie en un être incontrôlable. Les images montrent des scènes effrayantes. Sophie parlant en langue inconnue, grimpant au mur et dansant autour de la chambre, ses yeux vides et noirs comme la nuit. La violence de ces nuits s'accroît à mesure que le démon prend le dessus. Sophie, désormais consciente de la complexité de la situation, doit faire face à cette nouvelle réalité. Je serai là, Sophie, à chaque étape du chemin. Nous trouverons une solution, ensemble, together. Sophie cherche encore actuellement des traitements appropriés pour ce qui lui arrive. Même si bon, un petit exorcisme là à mon avis, ça ferait l'affaire quoi. Elle sait maintenant que Gabriel est de son côté. Malgré la maladresse de ses méthodes, il essayait tout simplement de la protéger. En conclusion, cette histoire nous rappelle que parfois, la réalité est bien plus complexe que les apparences. Les peurs nocturnes de Sophie n'étaient pas simplement le résultat d'un partenaire malveillant, non, mais le signe de la présence d'une entité démoniaque. Je vous le dis, c'est mon histoire préférée. Tout le long, on se dit que c'est Gabriel, le fou, le mec toxique qui drogue sa meuf à son insu, mais en fait,
le plot twist, il est là pour la sauver. Gabriel, l'ange Gabriel. Après, il faut qu'il fasse des gros efforts sur la communication, quoi. Déjà, hein. Au lieu de mettre du trézapamine, là, du nitrazopamine, là, dans sa camomille, non, tu lui dis, écoute bébé, hier soir, tu m'as fait chier dans mon froc, tu m'as fait flipper ma race, tu grimpais au mur, tu parlais latin, j'ai flippé, voilà. Tu fais pas des trucs en douce, voilà, avec ta batte de baseball comme un psychopathe, non. La clé dans chaque couple, c'est la communication. Et vous pourrez retrouver beaucoup plus d'informations dans mon livre, Comment sauver son couple et exterminer les démons qui possèdent des corps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'ai passé un très très bon moment. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait l'exercice de YouTube et c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread horreur. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, je sais pas si ça se fait encore. Activez la cloche aussi, je crois qu'il faut faire ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour le nouveau thread horreur.